Bonjour et bienvenue dans cette partie 1 du cours d'introduction au droit support écrit. Introduction. Le but fondamental de ce cours est de vous apprendre les structures de base qui sont nécessaires pour comprendre et parler la langue du droit. Ce cours va donc parler du droit en général, et il va essayer de vous familiariser avec quelques notions de ce droit. Le droit, en effet, utilise ses propres mots, ses propres concepts. Ainsi, pour commencer, il faut bien comprendre qu'il y a la réalité et il y a la manière dont le droit l'appréhende. Le droit utilise des catégories, des notions juridiques, qui cherchent à refléter les catégories de la réalité, mais qui ne se superposent jamais exactement sur elles ou rarement. Exemple, la personne. Le droit parle de personne, mais la personne juridique n'est pas exactement la personne au sens du langage courant, les personnes physiques et les personnes morales. Aussi, la société ou encore le bien. L'une des choses qu'il faut apprendre, c'est à traduire les mots de la réalité dans le langage du droit et réciproquement. L'idée est donc double. D'une part, vous donner une présentation d'ensemble du concept même de droit et du système juridique, et d'autre part, insister sur certaines notions essentielles qu'il faut connaître et qu'en fait on va étudier traditionnellement en cours d'introduction au droit parce qu'elles sont fondamentales et qu'elles traversent les frontières entre les différentes branches du droit. Cela étant dit, on peut affirmer que dans toute société, il y a du droit. Pour autant, toutes les sociétés ne définissent pas le droit de la même façon. Dans ces conditions en droit comme ailleurs, il est souvent de bonnes méthodes de commencer par poser la définition de ce que l'on entend étudier. La difficulté est que le mot droit a plusieurs sens différents. Remarque, lorsque vous dites que vous commencez vos études de droit, vous percevez bien que droit n'a pas exactement le même sens que lorsque vous dites que vous avez le droit de faire ceci ou cela, ou que vous avez le droit de vote. De même que vous percevez que le mot droit, dans droit de vote, ne veut pas exactement dire la même chose que lorsqu'on parle du droit américain, du droit français ou du droit chinois. Si on réfléchit, et en simplifiant un peu, on se rend compte que le mot droit a au moins 4 sens. Le premier, dans un premier sens, c'est qu'il va désigner un ensemble de règles qui régissent la vie dans une société donnée. Par exemple, le droit romain est équivalent au système juridique de la Rome antique. Le droit français est égal au système juridique applicable en France. Dans un deuxième sens, droit peut également désigner une prérogative individuelle qui permet à son titulaire de faire quelque chose, d'exiger quelque chose ou d'interdire cette chose. Ce type de droit a en effet un titulaire qui est ainsi le sujet. Et c'est en ce sens qu'on parle de droit de vote. C'est en ce sens qu'on parle aussi de droit de propriété, de droit de conclure un contrat ou le droit de se marier. Dans un troisième sens plus particulier, le droit est une discipline universitaire qui sans doute inclut l'étude des réalités que recouvrent les deux premiers sens du mot droit, mais qui est quelque chose de distinct. Enfin, dans un quatrième sens très précis, celui d'impôt ou de taxe. On parle ainsi de droit de douane. C'est la taxe qu'il faut payer pour avoir le droit d'importer le produit. Ce quatrième sens ne présente pas un intérêt majeur pour nous aujourd'hui. Le droit fiscal sera plutôt étudié en L2. En revanche, nous allons nous pencher sur ce que recouvrent les deux premiers sens du mot droit. Pour désigner le droit dans le premier sens évoqué, c'est-à-dire en tant qu'ensemble de règles régissant la vie en société, on parle souvent de droit objectif. Le droit objectif est souvent opposé au droit subjectif, terme qui désigne le droit en tant que prérogative individuelle. Il faut bien voir que les deux notions ne se situent pas sur le même plan. Dans un cas, on parle d'un ensemble de règles et dans l'autre d'une prérogative individuelle. On ne peut pas dire que le droit objectif soit le contraire du droit subjectif. Le droit subjectif est en quelque sorte un produit du droit objectif, puisque c'est le droit objectif qui va déterminer quels sont les droits subjectifs des individus. Illustration. Application des définitions précédentes. Les exemples suivants montrent l'importance de la terminologie. Les droits étrangers sont égaux au système juridique autre que le système français, le droit suisse, le droit des États-Unis ou encore le droit grec. Le droit des étrangers, c'est l'ensemble des règles qui gouvernent la situation de ceux qui ne sont pas français. Les droits des étrangers sont donc les prérogatives qui sont reconnues à ceux qui n'ont pas la nationalité française. Le droit de vote pour les élections présidentielles ? Non. Le droit de vote pour les élections municipales ? Oui, pour les ressortissants de l'Union européenne. Première partie, le droit objectif. Le droit objectif va correspondre au droit conçu comme un ensemble des règles. C'est le droit, c'est-à-dire les règles de droit, qui fixent les conditions dans lesquelles nous recevons un nom à notre naissance, qui déterminent comment nous pouvons nous approprier les choses, nous inscrire à l'université, nous marier, trouver un travail, conclure un contrat, bénéficier de la sécurité sociale, etc.
À cet égard, il faut bien comprendre que le droit se présente comme un phénomène social dans la mesure où le droit a pour objet de régir les rapports sociaux entre les personnes. Remarque, l'adage latin « ubi societas ibi jus », c'est-à-dire là où il y a la société, il y a le droit. Ainsi, d'un côté, il n'y a pas de droit, jus, sans société. Le droit suppose un groupement d'individus, mais d'un autre côté, il n'y a pas de société sans droit. Remarque, la loi du talion, c'est du droit. En même temps, de nombreuses règles que nous suivons en société ne sont pas imposées par le droit et ne sont pas de nature juridique. Par exemple, peut-être que vous ne mangez pas de porc ou que vous ne buvez pas d'alcool. Ce sont pour vous des règles inviolables, obligatoires, mais vous le savez sans doute, ce ne sont pas des règles de droit. De même, certains comportements peuvent vous paraître s'imposer. On met sa main devant sa bouche quand on éternue, on laisse sa place aux vieilles dames dans le métro, etc. Vous le sentez bien pourtant, ce ne sont pas des règles de droit. Il se peut aussi que vous portiez tel prénom parce que c'est un prénom de famille, ou si vous vous mariez, ce sera forcément en blanc. Tout cela n'est pas du droit. Cependant, il n'y a pas que le droit qui règle et organise notre vie en société. Il peut y avoir la morale, la bienséance, la religion, etc. Si on prend une règle aussi fondamentale que la règle qui interdit de tuer, on peut la rattacher à la morale, à la religion, au droit. Si vous ne tuez pas, qu'est-ce qui vous motive? Le droit, la religion, la morale ou la bienséance? On peut donc se poser la question de savoir ce qui fait la singularité du droit par rapport à d'autres règles, à d'autres ensembles de règles. On parle aussi de normes. C'est donc une première question que nous allons nous poser. Qu'est-ce qui fait la singularité des règles de droit et qu'est-ce qui les distingue des autres systèmes de normes? C'est la question de l'identification de la règle de droit. Mais lorsque nous aurons tenté de cerner cette singularité des règles de droit, nous pourrons nous demander d'où viennent ces règles, ce qui les fonde, ce qui les inspire. Pour dire les choses autrement, d'où vient la règle de droit? C'est la question des sources de la règle de droit. Une troisième question nous occupera enfin, l'application de la règle. C'est la question de l'application de la règle de droit. Une fois que l'on aura identifié la règle de droit au titre 1, nous en étudierons donc les sources au titre 2 et l'application au titre 3. Titre 1, l'identification de la règle de droit. Nous sommes ici dans l'étude du droit comme ensemble de règles, c'est-à-dire ce que l'on nomme habituellement le droit objectif. Il convient d'abord de distinguer le fait et la règle de droit au chapitre 1, puis nous comparerons le droit à d'autres corps de règles au chapitre 2, et ensuite nous pourrons essayer de dégager les critères de la règle de droit, ce qui fait qu'une règle relève du droit et pas d'une autre, ensemble normatif comme la morale ou la bienséance au chapitre 3. Et enfin, nous ferons quelques remarques sur la formulation des règles de droit au chapitre 4. Chapitre 1. À la base, il y a les faits, il y a ce qui est sans que l'on ait vraiment décidé. Alors le droit est quelque chose qui vient s'injauter, se superposer aux faits pour les organiser, les orienter. En simplifiant, on peut dire que le fait, c'est ce qui est, et le droit, c'est ce qui doit être. La règle de droit exprime un devoir-être, elle indique un modèle, un idéal à atteindre. Illustration. Ainsi, la règle de droit va dire, encore que pas sous cette forme, il est interdit de tuer. C'est une règle, un devoir-être. Le fait peut ne pas correspondre au droit, il peut y avoir un décalage entre les deux, ainsi il peut y avoir des meurtres. Une question classique et très délicate est celle des rapports entre le fait et le droit. Une idée souvent exprimée est qu'il faudrait adapter le droit aux faits. Lorsque les faits ne suivent pas le droit, il faudrait que le droit change pour s'adapter aux faits. Exemple classique, l'interdiction du cannabis. L'idée n'est sans doute pas fausse, mais on ne peut pas l'appliquer systématiquement. Par exemple, on ne va pas légaliser la drogue au prétexte qu'il y aura toujours des drogués. De plus, il n'est même pas si facile de vraiment coller le droit aux faits, car le droit a une influence sur les faits, il les fait bouger. Par exemple, le cannabis. Si on l'autorise, on aura sans doute un mouvement vers les drogues les plus dures. C'est donc la violation de l'interdit qui est cherchée par certains consommateurs. La légalisation de l'euthanasie active conduirait également sans doute à un accroissement de cette pratique et à l'apparition de litiges où la famille rapprocherait aux médecins d'avoir mis fin au jour de leurs proches. Il est donc absurde de dire que le droit doit toujours s'adapter aux faits, sans quoi, à la limite, il n'y a plus besoin de droit, les faits seuls suffisent. Il y a donc forcément un décalage, une tension entre le fait et le droit, entre l'être et le devoir-être. Il en va nécessairement ainsi, et il serait naïf de croire qu'il peut en aller autrement. Cela étant, il ne faut pas aller dans l'extrême inverse et admettre n'importe quel décalage entre le fait et le droit. Le droit s'inscrit dans l'espace et dans le temps, et il ne peut pas être sans rapport avec le milieu social dans lequel il est le sien. Certaines règles de droit sont pour nous impensables aujourd'hui,
l'esclavage, l'interdiction du divorce, qui a été autorisée à Malte depuis une loi du 25 août 2011. Ainsi, le droit ne peut et ne doit pas coller aux faits, mais d'un autre côté, l'écart entre le droit et les faits ne doit pas être insupportable. En réalité, le droit permet de saisir les faits par l'opération de qualification. C'est l'un des rôles essentiels du juriste, confère les cas pratiques. La qualification, c'est faire rentrer les faits dans une catégorie juridique pour lui appliquer un régime, c'est-à-dire un corps de règles. Remarque, syllogisme juridique, la majeure. La majeure est la proposition qui énonce la règle du droit, loi, décret, règlement, contrat ou même jurisprudence. Elle est abstraite, générale mais pertinente. Elle affirme que si telle hypothèse est réalisée, telle conséquence s'ensuivra. Elle peut être introduite par les termes en principe, selon, en vertu de. Exemple, en vertu de l'article 1401 du Code civil, la communauté se compose des acquêts faits par les époux durant le mariage. La mineure. La mineure est la proposition qui expose les faits de l'espèce. Ces faits doivent être qualifiés, c'est-à-dire qu'ils doivent rentrer dans des catégories juridiques. Elle peut être introduite par les termes or ou en l'espèce. Exemple, or en l'espèce, la maison de la Baule a été acquise par les époux Martin durant leur mariage. Bon à savoir, les deux premières propositions, la majeure et la mineure, sont appelées les prémices. La conclusion. L'application de la règle de droit aux faits de l'espèce constitue la conclusion du syllogisme. On obtient un droit subjectif applicable à une situation donnée. Elle peut être introduite par les termes donc, il en résulte. Exemple, donc la maison de la Baule constitue un bien commun. Si les prémices sont vraies, la conclusion est forcément indiscutable. Si l'une des prémices est fausse, la conclusion sera erronée. Nous avons donc dit que la règle de droit était de l'ordre du devoir-être, mais il y a d'autres systèmes normatifs, c'est-à-dire des ensembles de règles, qui sont aussi de l'ordre du devoir-être. Mais alors, comment les distinguer du droit ? Chapitre 2. La règle de droit et les autres règles. Quels sont les systèmes normatifs qui permettent de régler tout ou partie de la vie en société en dehors du droit ? Il y en a un très grand nombre et tous ne peuvent pas être envisagés. On peut cependant évoquer au moins aux règles de bienséance, aux règles de la morale et aux règles de la religion. Le droit s'oppose alors à ce que l'on appelle le non-droit, confère Carbonnier. Section 1. Droit et bienséance. Il faut comprendre la bienséance au sens large. Honneur, déontologie, savoir-vivre, courtoisie, convenance, politesse, etc. Ces règles peuvent être très fortes, car l'attitude des hommes est souvent guidée par la convenance. Exemple, les règles de l'hospitalité. Les codes vestimentaires à une époque, confèrent les députés insoumis avec le port de la cravate, l'usage du téléphone portable aujourd'hui et les codes de bonne conduite ou de déontologie. Toutefois, ces règles ne sont pas juridiques. Mais alors, qu'est-ce qui fait que ces règles ne sont pas juridiques ? Elles ont un caractère abstrait, elles imposent une conduite et sont obligatoires dans la mesure où ne pas les respecter expose à une sanction, l'exclusion du groupe, la vengeance, etc. D'un autre côté, on sent bien que ces règles n'ont pas la même force que les règles de droit. Ce n'est pas la même chose de brûler un feu rouge et de ne pas honorer une invitation. Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence ? La sanction ne sera pas la même. Dans un cas, l'État est impliqué à travers la figure du gendarme. Dans l'autre, ce n'est pas l'affaire de l'État. Par ailleurs, la violation de règles de droit peut envoyer devant le juge, ce qui n'est pas le cas pour une règle de la bienséance. Il n'y a pas de juge auquel on puisse faire appel. S'il y a débat sur la question de savoir si l'on a agi comme il faut, il n'y a pas de juge impartial, de tiers, qui va pouvoir trancher et qui va pouvoir dire si oui ou non on a bien appliqué la norme. Finalement, la sanction de la règle de bienséance est spontanée. Elle consiste dans la mise à l'écart de l'individu du groupe de référence. Section 2. Droit et morale. La question des rapports entre droit et morale est l'une des plus vieilles questions du droit. Remarque, depuis Rome, les sociétés occidentales reposent sur la distinction du droit et de la morale, et cette question est étroitement liée à la démocratie. En effet, imposer par la force de la loi du droit une vertu, un ordre moral, relève de ce que l'on pourrait appeler une tyrannie. Il n'en demeure pas moins que les rapports entre le droit et la morale sont difficiles à saisir dans la mesure où le droit a besoin aussi de morale. Mais alors peut-on distinguer droit et morale en théorie ? Par les sources ? Pas forcément, car la morale comme le droit peuvent trouver leur source dans la religion ou dans la société. Par le caractère obligatoire ? Non, car la règle morale est obligatoire pour celui qui s'estime tenu en conscience. Par la sanction ? Pas de sanction extérieure de la morale, mais une sanction intérieure est pire. Par le caractère contraignant ? Oui, car la règle morale, si elle n'est pas reprise par le droit, n'est pas susceptible d'être une contrainte étatique. Par l'absence de juge ? Oui, car il n'y a pas de juge susceptible de dire la morale. L'existence du juge suppose qu'il y ait deux parties.
Or, en matière de morale, c'est une affaire entre toi et moi. De ce point de vue, la morale est plus dure que le droit. Si je me condamne, il n'y a pas de juge auquel je puisse faire appel. Par la finalité, oui, sans doute. On affirme habituellement que le droit vise la justice et le maintien de l'ordre social, alors que la morale vise le perfectionnement intérieur et la vie heureuse. Mais il y a quand même des liens entre ces deux fins, car il est évident que l'ordre social sera d'autant meilleur que les citoyens seront eux-mêmes bons. En pratique, la distinction est-elle toujours aussi claire ? La distinction entre le droit et la morale est sans doute une des grandes avancées du droit. Dans les temps anciens, droit et morale n'étaient pas véritablement distingués. Par exemple, dans la Bible, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Les évangiles disent « tu rendras compte de ta gestion ». Ça a changé au cours du temps. C'est heureux, parce que la morale vise une perfection que l'on peut exiger en permanence dans la société. De plus, transformer la prescription morale en prescription juridique, c'est encourager l'hypocrisie et pervertir la vraie morale. C'est encourager une observance purement extérieure, alors que la morale appelle d'abord une attitude intérieure. On constate que dans certains cas, le droit ne prend pas en compte la morale. Remarque, certaines disciplines du droit se montrent peu sensibles voire indifférentes à la morale. Exemple, le droit de la sécurité sociale qui impose à une prostituée de payer des cotisations sur les revenus de son activité, alors même que cette activité est prohibée. Cependant, un lien demeure entre droit et morale. Très souvent, le droit se superpose à la morale ou la morale influence le droit. Et cela a toujours été le cas. Il y en a des traces dans le Code civil. Exemple numéro 1. Article 371 du Code civil. L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses pères et mères. Exemple numéro 2. Article 161 du Code civil, qui prohibe le mariage entre ascendants et descendants, et la morale commune réprouve aussi l'inceste. Dans les années 1960, on a constaté le lien entre droit et morale et on a soutenu que les deux devraient être strictement séparés. On attribue à ce mouvement la dépénalisation de l'homosexualité, comme faire en Inde en 2018 avec la dépénalisation obtenue, l'avortement ou encore l'adultère, mais aussi la libéralisation avec le divorce ou la filiation. Mais en fait, cela touche surtout les comportements sexuels, domaine où tout le monde craint d'être accusé de moralisme. Ceci souligne que la conception de la moralité évolue avec le temps. Exemple, travaux dirigés. Non-contrariété aux bonnes mœurs de la relation adultère, document 1 à document 4. N'est pas nul comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère. L'évolution des mœurs, comme celle des conceptions morales, ne permettait plus de considérer que l'imputation d'une infidélité conjugale serait à elle seule de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération. Il n'en demeure pas moins que le lien entre droit et morale demeure. Certaines règles de droit ont un fondement moral clair, confère article du Code civil précité. La morale peut faire naître des obligations juridiques. Exemple, travaux dirigés, obligation naturelle entre deux époux. Par ailleurs, le droit actuel a des tendances très moralisatrices. Exemple, législation pénale sur les discriminations, sur les insultes, confère aussi l'importance de la bonne foi en matière contractuelle. Gouvernance d'entreprise, transparence avec la rémunération, en droit des affaires. Deuxième chance accordée à l'entrepreneur en état d'insolvabilité, mais qui s'est montré de bonne foi et honnête en droit européen des faillites. Donc, il reste un lien entre droit et morale. Dans l'absolu, c'est heureux. On ne peut de toute façon dissocier les deux. Quid leges sine moribus de Cicéron. On ne peut pas dissocier l'intérieur et l'extérieur de l'homme. Théoriquement, le droit concerne plutôt l'extérieur et la morale l'intérieur. Mais l'un ne va pas sans l'autre, et dès lors que la morale a quelque chose à dire sur notre relation aux autres, son domaine se superpose avec celui du droit, puisque le droit vise justement à régir les relations entre les êtres humains. Par ailleurs, le droit comme la morale sont en principe au service de l'homme. La loi est pour l'homme et non l'homme pour la loi. Et leur finalité et leur domaine, comme les valeurs qu'ils promeuvent, confèrent le respect de la vie ou de la liberté, sont donc pour partie communes. Section 3. Droit et religion. Les règles de la religion peuvent être difficiles à situer. À travers l'histoire et à travers le monde, on trouve des rapports très différents entre droit et religion. Il y a des pays où le droit et la religion sont étroitement mêlés, ce qui signifie que le droit va être utilisé pour assurer le respect des règles religieuses. Exemple. Contemporainement, en Afghanistan ou encore l'Arabie Saoudite, où tout était fait pour empêcher le péché. La lapidation publique des femmes accusées de relations sexuelles extramaritales par exemple. En Égypte, c'est un statut personnel. Dans ces pays, la violation de certaines règles religieuses va être sanctionnée comme la violation d'une règle de droit, donc une possibilité d'être condamné à une peine. Les règles de la religion font partie des règles de droit,
même si toutes les règles du droit ne sont pas d'origine religieuse. Il n'en va pas ainsi en France. La France est un pays laïque, confère article 1 de la Constitution. Cela signifie que l'État et le droit n'ont à assurer le respect d'aucune religion en particulier, ce qui n'empêche qu'ils doivent protéger la liberté de croyance religieuse. Celui qui se plaint de la violation d'une règle de la religion ne peut pas aller se plaindre au tribunal ou à la police. Si je ne vais pas à la messe le dimanche ou si je mange du porc, pas de problème. Confère nuance avec les États-Unis. Le président, lui, prête serment sur la Bible. Cela étant, la distinction entre le droit et la religion n'est jamais totale. Ainsi, entre ces deux ordres normatifs, l'influence est réciproque. D'une manière générale, le droit protège la croyance religieuse de chaque individu, article 9 de la CEDH, mais elle refuse de reconnaître la religion comme une norme collective opposable juridiquement. Exemple, l'absence de virginité d'une femme n'est pas une cause de nullité de mariage. Exemple 2, travaux dirigés. Interdiction de licenciement pour le seul motif tiré de ses mœurs ou de ses convictions religieuses. Exemple 3. Difficulté entre la sphère publique, le travail, et la sphère privée. La restriction à la liberté de manifester sa religion édictée par le règlement intérieur ne présentait pas un caractère général, mais était suffisamment précise, justifiée par la nature des tâches accomplies par les salariés de l'association et proportionnée au but recherché. Par ailleurs, les grandes religions ont développé des règles internes qui présentent effectivement la plupart des caractéristiques des règles de droit. Exemple, droit canon pour l'Église catholique. Des règles précises avec un code, des tribunaux. C'est un droit très ancien, l'Église ayant toujours cherché à préserver son indépendance face à l'État. Cela étant, règle de droit un peu particulière car il n'y a aucune sanction par l'État ou par la force publique. Confère un prêtre qui se marie ou qui fait de la politique. Il encourt une sanction en droit canon, mais c'est une sanction qui ne ressemble pas aux peines ordinaires. Il n'y a pas de prison ni d'amende. Seul l'État peut mettre en prison ou faire payer une amende. Le prêtre sera donc simplement privé de certaines fonctions ou de son état. De même, on peut dire qu'il existe un droit juif et un droit musulman. Mais c'est un droit qui, en France, a un statut très spécial car il est privé de l'appui de l'État. Il faut noter que dans certains pays, certaines questions sont du ressort du droit religieux. Le mariage, par exemple. Le mariage civil n'est pas autorisé en Israël. Il n'est reconnu que pour les agnostiques ou les athées. Comme on peut le voir, la frontière n'est pas toujours parfaitement nette entre le droit et d'autres systèmes normatifs. Cela étant, on voit tout de même émerger de la confrontation entre le droit et ces autres systèmes quelques caractéristiques qui paraissent définir le droit, le recours au juge ou la possibilité de recourir à la force publique. Nous allons maintenant envisager ces critères de plus près et essayer de les compléter dans la partie 2.